Bienvenue sur Bâtir pour soi, le podcast qui parle santé mentale et qualité de vie au travail. Je suis Clémence Beretta, athlète olympique en athlétisme et chargée de prévention santé-sécurité pour le groupe Bouygues. Au fil des semaines, je vous invite à mieux comprendre les enjeux de santé mentale qui nous touchent tous sur notre lieu de travail, mais pas que. Nous donnerons aussi la parole aux experts pour entendre leur point de vue et découvrir les dernières études scientifiques. Bonne écoute sur Bâtir pour soi. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'épuisement professionnel à travers le burn-out, le bore-out et le brown-out. Que vous soyez employé, cadre ou même à la recherche d'un emploi, vous avez sûrement déjà ressenti à un moment ou à un autre une forme de stress ou de fatigue liée à votre travail. Et aujourd'hui, nous allons explorer les différentes facettes de l'épuisement professionnel, que ce soit le burn-out, le surménage, le bore-out et le brown-out. Alors pourquoi est-il essentiel de distinguer ces concepts ? Parce qu'ils représentent chacun des défis psychologiques uniques qui nécessitent des approches spécifiques pour être bien compris et surtout bien appréhendés. En comprenant ces différences, vous serez mieux armé pour reconnaître les signes avant-coureurs pour vous ou pour ceux qui vous entourent et ainsi agir de manière préventive. Pour comprendre le burn-out et le surménage, il faut d'abord s'intéresser à la définition du burn-out. Malheureusement, le burn-out est souvent simplifié à tort comme un simple épuisement lié au travail. Mais en réalité, c'est un phénomène qui est bien plus complexe et surtout multifacette. Il est défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme étant un syndrome résultant, je cite, d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Le burn-out ne se limite pourtant pas uniquement à la sphère professionnelle. Il englobe des dimensions qui sont personnelles, qui sont émotionnelles, sociales et même physiques, et toutes qui sont interconnectées et parfois négligées. Ces derniers temps, on a vu apparaître une forme d'abus de langage autour du burn-out. Ça a été largement utilisé dans le langage courant, et souvent à tort pour désigner une simple fatigue passagère ou une surcharge qui serait temporaire. Ce raccourci linguistique tend à banaliser un syndrome qui, dans sa réalité, est bien plus grave. Le burn-out est un état d'épuisement profond et prolongé qui est lié à des facteurs qui sont multiples et qui vont bien au-delà de la charge de travail elle-même. Du coup, réduire le burn-out à un simple problème professionnel, c'est finalement ignorer ses origines plus profondes et les répercussions que ça a dans l'ensemble de la vie d'une personne. Selon les critères diagnostiques des manuels de classification des maladies, le burn-out est caractérisé par 3 dimensions principales. L'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la diminution du sentiment d'accomplissement personnel. Dans le premier cas, qui est l'épuisement émotionnel, c'est le sentiment de fatigue extrême et d'épuisement des ressources émotionnelles. On se sent littéralement vidé de son énergie. Dans la dépersonnalisation, ça va se manifester par un détachement cynique vis-à-vis de son travail et des personnes avec lesquelles on interagit. Les individus peuvent devenir insensibles, voire indifférents à l'égard de leurs collègues ou même de leurs tâches professionnelles. Et puis, on a la diminution du sentiment d'accomplissement personnel. Ça vient mettre en lumière cette perte de confiance que la personne peut ressentir par rapport à ses compétences et la sensation que ses efforts ne mènent plus à vraiment grand-chose, plus à aucun résultat significatif. On a plusieurs statistiques qui nous viennent, notamment une de Focus HR, qui nous montre qu'environ 40% des salariés français disent être en situation de souffrance au travail, incluant le burn-out et le bore-out. Alors ce phénomène, il est particulièrement marqué chez les jeunes salariés, âgés de 18 à 25 ans, qui sont 12% plus susceptibles de ressentir un désengagement professionnel et une intention de quitter leur emploi. Concernant les cadres, on a à peu près 50% des cadres qui ressentent un épuisement professionnel. Et cette proportion, elle est encore plus élevée chez ceux travaillant sous le régime du forfait jour, qui effectuent en moyenne 5 heures de plus par semaine que les autres salariés, accentuant ainsi le risque finalement de burn-out. C'est une statistique qui nous vient de Culture RH. Et malgré la reconnaissance de ce problème-là, on a quand même 54% des salariés français éprouvant des signes de burn-out qui finalement n'en parlent pas à leur hiérarchie et même 34% d'entre eux qui estiment ne pas recevoir le soutien nécessaire de la part de leur employeur pour gérer leur épuisement.
En 2017, j'ai été, à titre personnel, diagnostiquée en burn-out. Donc j'ai pu expérimenter nombre de ces symptômes et le premier a été effectivement cette forte fatigue, une fatigue assez accablante, une fatigue chronique, une fatigue dès le réveil et surtout une fatigue qui m'empêchait en fait de réaliser mes entraînements, une incapacité finalement à supporter la moindre charge d'entraînement. Mon corps me paraissait extrêmement lourd, chaque pas devenait presque insurmontable à faire. Et puis après d'autres symptômes viennent comme un cercle vicieux. Ce que j'ai pu ressentir, c'était vraiment un vide intérieur, la sensation de ne plus ressentir aucune émotion. J'ai également connu une perte d'appétit et puis évidemment une anxiété assez forte. Malgré des périodes de repos répétées, puisque pendant plusieurs semaines et mois, on a cru que c'était un problème purement physique, que j'y avais une anomalie, une carence, en tout cas un problème vraiment médical. Et j'ai fait de nombreux examens médicaux et à chaque fois, la réponse était la même, tout va bien. Sauf que pendant ce temps-là, je me sentais tout aussi mal. Et donc, il y a eu des périodes de repos pendant 1 semaine, 2 semaines. Je me suis arrêtée complètement, j'ai arrêté l'entraînement. Et malgré ces périodes-là, rien ne changeait. Je me sentais toujours aussi fatiguée. Et puis, 3 mois après ça, j'ai enfin été dirigée vers une psychologue qui a enfin mis un mot et un diagnostic sur tout ce que je pouvais ressentir. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui nous vient de Shona Nikist qui nous dit « Le burn-out ne survient pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons trop longtemps été forts. » C'est une citation que j'aime beaucoup car elle vient vraiment renforcer l'idée que l'épuisement n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt le résultat d'une résilience prolongée, sans pause. Puis évidemment, ça vient, comme tout burn-out, ça vient mettre en lumière des schémas qui ne sont tout simplement pas les bons, des schémas plutôt toxiques et malsains qu'on avait envers nous-mêmes et notre façon de fonctionner. Alors pourquoi je voulais vous donner cet exemple personnel, puisque, encore une fois, c'est crucial de ne pas confondre le burn-out avec le surménage. C'est vrai que c'est quelque chose que je remarque beaucoup finalement autour de moi et je pense que vous aussi. Le burn-out, c'est un petit peu devenu le mot à la mode, un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Et surtout, un mot qu'on utilise dans des contextes où le bon mot serait plutôt surménage. Et bien que les deux soient liés à une surcharge de travail, ils ne sont pas identiques. Le surménage, c'est un état qui est temporaire, c'est une réaction à une période intense de travail et qui peut être résolu effectivement avec du repos et une meilleure gestion du temps. En revanche, le burn-out, c'est un état de stress qui est chronique et qui persiste même après une réduction de la charge de travail. Parce que les causes ne sont pas les mêmes et surtout les causes sont beaucoup plus profondes lors d'un burn-out. Alors malgré mon burn-out, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai eu des moments de petites récidives, on peut appeler ça, durant les années qui ont suivi. Malgré la thérapie, et la thérapie est un processus qui est long, il faut parfois être patient pour corriger définitivement et remplacer des schémas qui pouvaient effectivement être toxiques pour nous. Et donc je me suis surprise en fait à plusieurs reprises à vivre non pas des épisodes de burn-out, mais des épisodes de surménage. Dans mon cas, les symptômes c'était à chaque fois les mêmes. Je faisais de la tachycardie au repos. Je pouvais être chez moi, assise à mon bureau, et je sentais soudainement mon cœur s'accélérer extrêmement vite et fortement. J'avais également par exemple des chutes de tension et des vertiges plusieurs fois par jour. Quand par exemple je passais de la position assise à debout, généralement ça entraînait des vertiges assez violents, je perdais un petit peu la vision et j'avais vraiment besoin de quelques secondes avant de reprendre mon esprit. Ça, ce sont des symptômes vraiment typiques de surménage. C'est pas un burn-out, mais c'est clairement un signe très très important que notre corps nous envoie, qui n'est effectivement pas à minimiser, qui n'est pas à normaliser. Ça montre qu'on a tiré sur la corde et qu'il faut réagir très vite et adapter l'intensité de la charge. Pour la deuxième partie de cet épisode, on va s'intéresser aux autres formes d'épuisement professionnel, puisqu'il n'existe pas que le burn-out, mais il existe également le bore-out et le brown-out. Le bore-out, B-O-R-E-O-U-T, est une forme d'épuisement professionnel moins connue mais tout aussi néfaste. Alors contrairement au burn-out qui est causé par un excès de travail, le bore-out provient d'un manque de stimulation et de défi au travail. Imaginez passer des journées entières à faire des tâches monotones sans jamais être véritablement sollicité ni mis à l'épreuve. Cela peut sembler facile, mais sur le long terme, cette situation peut être extrêmement
démoralisante. Et les symptômes du burn-out incluent justement un ennui chronique, une frustration croissante et un sentiment de vide professionnel. On a une étude qui nous provient de Statistica, ça a été fait en 2020, qui nous dit qu'en Europe, ce sont environ 32% des travailleurs qui se disent s'ennuyer au travail. On va prendre un exemple et imaginer Luc. Luc est un ouvrier sur un chantier de construction. Bien qu'il soit entouré de l'effervescence du travail physique, son propre rôle est limité à des tâches répétitives comme déplacer des matériaux ou effectuer des actions simples sans grande responsabilité ni prise d'initiative. Jour après jour, Luc n'est jamais réellement sollicité pour des missions plus complexes ou des défis techniques. Avec le temps, il commence à ressentir un profond désintérêt pour son travail, une frustration grandissante face à l'absence de perspective d'évolution et même un sentiment d'inutilité. Et malgré l'environnement dynamique du chantier, l'ennui et la routine finissent par affecter sa santé mentale. Le sentiment de ne pas contribuer de manière significative à l'avancement du projet lui fait perdre de vue l'utilité de son travail, le poussant vers un état d'épuisement professionnel typique du burn-out. Les statistiques, elles, nous montrent que le burn-out est plus fréquent dans les secteurs où les tâches sont routinières et où il y a peu d'opportunités pour l'innovation et la prise d'initiative. Le burn-out, quant à lui, est une forme d'épuisement professionnel liée à la perte de sens dans le travail. Et ça se caractérise par un désalignement entre les valeurs personnelles de l'employé et celles de l'entreprise, conduisant à une déconnexion progressive du travail. Alors que le burn-out résulte d'une surcharge émotionnelle, le burn-out survient lorsque l'individu ne trouve plus de satisfaction ou de motivation dans ses tâches quotidiennes, même si celles-ci ne sont pas particulièrement stressantes. On a une étude qui nous vient du baromètre de la qualité de vie au travail, ça a été fait en 2019, qui nous dit qu'en France, 37% des salariés se disent déconnectés des valeurs et de la mission de leurs entreprises, un symptôme clé du burn-out. Pour illustrer cette forme d'épuisement du travail, on va prendre l'exemple de Sophie. Sophie, c'est une ingénieure dans le secteur de l'énergie renouvelable. Lorsqu'elle a intégré son entreprise, elle était animée par l'idée de contribuer à la transition écologique et de travailler sur des projets innovants et durables. Mais au fil des années, Sophie s'aperçoit que la majorité des décisions prises au sein de son entreprise sont plutôt orientées uniquement vers la rentabilité à court terme et que les initiatives écologiques sont souvent mises de côté au profit d'intérêts financiers immédiats. Alors bien que son travail ne soit pas particulièrement stressant, cette déconnexion entre ses convictions profondes et les priorités de l'entreprise la plonge dans un état de burn-out. Chaque jour, elle se sent de moins en moins engagée et peine à trouver du sens dans ses missions. Et c'est cette perte de sens qui conduit Sophie à un état de burn-out, où elle se sent de plus en plus déconnectée et désengagée. Des études récentes ont montré que le burn-out est particulièrement présent dans les entreprises où les employés ne se sentent pas alignés avec la culture ou la mission de l'entreprise. Pour cette dernière partie, on va analyser les signes avant-coureurs et la population à risque. Reconnaître les signes avant-coureurs des différentes formes d'épuisement professionnel est essentiel pour intervenir à temps. Les premiers symptômes peuvent inclure une fatigue persistante, de l'irritabilité, des troubles du sommeil et une perte d'intérêt pour des activités autrefois appréciées. Ces signes peuvent varier évidemment en fonction du type d'épuisement, mais ils indiquent tous une dégradation de la santé mentale qui nécessite une attention immédiate. Par exemple, si vous commencez à vous sentir épuisé même après une nuit de sommeil, ou si vous vous surprenez à être de plus en plus irritable ou plus irritable que d'habitude, ce sont des signaux qui peuvent vous alerter. De même, si vous commencez à avoir du mal à vous lever pour aller travailler, ou si vous vous sentez déconnecté de vos collègues et de vos tâches, cela peut indiquer un début de burn-out, de bore-out, de burn-out. Comprendre ces signes et ne pas les ignorer est crucial pour prévenir une détérioration plus grave de votre santé mentale. Pourquoi sommes-nous touchés ? Alors, les causes de l'épuisement professionnel sont multiples et souvent enracinées dans des facteurs sociaux, environnementaux et psychologiques. La pression sociale pour réussir, combinée à des attentes personnelles élevées et à une culture du travail intense, crée un terreau fertile pour le burn-out et les autres formes d'épuisement. Par exemple, dans certaines cultures d'entreprise, l'idée de travailler sans relâche est valorisée, ce qui pousse les employés à ignorer les signes de fatigue et de stress. Au cours de cet épisode, nous avons exploré les différentes formes d'épuisement professionnel, notamment le burn-out, le surménage, le bore-out et le brown-out.
Il est crucial de reconnaître que la santé mentale au travail n'est pas un luxe, mais une nécessité. Si vous vous reconnaissez dans les descriptions de cet épisode, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être concerné, n'attendez pas pour chercher de l'aide professionnelle. La prise de conscience est la première étape vers la guérison et la prévention des formes d'épuisement professionnel. Je vous laisse sur une citation d'Arianna Huffington. Il est temps de redéfinir le succès. Ce n'est pas seulement ce que vous accomplissez au travail, mais aussi la manière dont vous prenez soin de vous pour y arriver. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'était Clémence. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre bien-être est essentiel tant pour votre vie professionnelle que personnelle. À bientôt!